Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième présentation. Je m'appelle Marc Legardeur. Je suis coach agile senior aussi. Chez peut-être plus senior même, chez Xebia Purplewise. Je vais laisser Pierre se présenter après. Moi, je viens de la technique. J'ai été développeur, chef de projet, etc. Et puis depuis quelques années, coach agile. J'ai commencé par du coaching agile d'équipe. Et puis petit à petit, de plus en plus d'équipes. Et puis actuellement, j'accompagne plutôt des grandes entreprises dans leur passage à l'échelle et en particulier sur le framework SAFe, sur lequel je suis vraiment spécialisé depuis 3 ans maintenant. Mes dernières missions, mes 3 dernières missions sont dans la salle. Donc j'ai accompagné la PSA sur le développement de l'infotainment des véhicules des années 2020, des futurs infotainment des véhicules. J'ai accompagné Banque Populaire Caisse d'Épargne sur le lancement d'un train et j'accompagne actuellement Orange également. Pierre ? Donc, je m'appelle Pierre Lampert, je travaille à la direction R&D de PSA, plus particulièrement en charge de l'infotainment. Alors déjà une petite définition, l'infotainment, c'est pas ce qu'on entend à la télé, la contraction de l'information et du divertissement, qui est aussi une explication, c'est informatique et divertissement, donc c'est en gros le multimédia embarqué, les écrans couleurs que vous voyez quand vous achetez une voiture et que vous asseyez au volant, où vous êtes passager. Quelques slides rapidement pour vous expliquer un petit peu le contexte général et ensuite pourquoi l'agilité s'est imposée à nous ces derniers temps. Donc Marc a travaillé avec nous en 2016, je crois, parce que c'est en 2016 qu'on a pris cette décision de basculer à l'agilité dans un domaine relativement modeste à l'échelle de la R&D globale. Je vais y revenir. On parlait tout à l'heure du village gaulois, vous allez comprendre. Alors, dans quel sens? Comme ça. Voilà, juste pour planter un peu le décor. Donc PSA, ça vend plein de voitures, il y a plein de gens qui travaillent. 170 000 employés, dont la moitié dans la filière automobile. Le reste, c'est des choses assez obscures, la banque, etc. Rien contre la banque, hein, du reste. Hein. Mais on ne va pas parler IT aujourd'hui, pas du tout. On ne va pas parler IT, je ne vais pas vous parler système d'information, je ne vais pas non plus vous parler tôle, boulon, graisse, etc. Je vais vous parler d'un truc qui est un peu entre les deux, vous allez comprendre. Pour qui je travaille? Nous, aujourd'hui, on travaille pour nos clients avant tout. Dans l'autre sens, je vais y arriver. Et on a 2 piliers. D'abord, effectivement, faire des voitures. Jusque-là, tout va bien. Il y a quand même un deuxième gros pilier qui prend énormément d'importance chez nous. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vendu la voiture? Comment on continue à faire du cash et à faire de l'argent une fois que la voiture est dans la main du client? En particulier, toute la partie mobility provider, qui est grosso modo passer d'une société, disons, de possession, le client achète sa voiture à une société d'usage, où il va la louer, il faut qu'on trouve un moyen quand même de capter les euros associés à ce marché-là, et puis vendre des services au client qui a acheté sa voiture. Donc il y a vraiment 2 piliers aujourd'hui qui constituent, je dirais, la politique du groupe pour faire des belles voitures. Donc on n'a plus 3 marques comme vous avez l'habitude de les voir, hein, donc Peugeot, Citroën et DS. Bon, alors l'image est mal choisie parce qu'on vient d'arrêter celle d'en haut à droite, pardon, la Imeari, c'était pas un grand succès. Et on a rajouté Opel, Vauxhall, et une 6e marque qu'on oublie, je viens d'en parler, c'est la partie service. C'est-à-dire qu'on fournit aussi des services. On a du Share with You, on a tout un ensemble de bouquets de services, puisqu'on va chercher aussi à faire du profit autour de ça, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc important de savoir qu'il y a quand même 6 marques pour lesquelles on travaille. Alors, recentrons un peu le sujet. Donc, pour vous, une voiture, c'est sans doute ça. Bon, ça, c'est les 2 derniers modèles, hein, C5 Aircross à venir et DS3, bientôt dans vos succursales. Pour moi, électronicien, un peu homme de l'ombre, une voiture, c'est ça. Ça fait un peu peur. Donc, de l'architecture électricité électronique, donc le monde dans lequel je vis depuis 17 ans, parce que ça fait 17 ans que je suis chez PSA. C'est une 60aine de calculateurs, un mini PC on va dire, hein, pour faire finalement de plus en plus et toujours plus de fonctions dans la voiture. Prenez une voiture au catalogue dans les années 90, prenez une voiture au catalogue aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir du tout. On n'achèterait pas une voiture sans clim, sans direction assistée, alors que dans les années 90, c'était des choses relativement chères et assez peu courantes. Donc c'est une dizaine de réseaux, une 60aine de calculateurs, de la safety, des choses qui doivent tenir 15 ans, jamais tomber en panne, en tout cas le moins possible, je dis ça parce que bon... Enfin rien. Et effectivement, on doit évoluer dans un environnement où la voiture est de plus en plus compliquée. Désosser une planche de bord d'un véhicule, un jour vous verrez, vous aurez peur derrière, tellement il y a de calculateurs. On n'arrive plus à faire loger un calculateur de la taille d'un paquet de cigarettes. Enfin, le faites pas sur le vôtre. Hein. Non. C'est pour vous dire un peu dans quel point on a vraiment bourré un maximum d'électronique dans nos voitures.
Et on a, deuxième pilier, je dirais la tendance du marché. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire, donc je ne vais pas vous lire ça dans le détail, c'est juste pour vous expliquer, vous avez deux courbes. La courbe bleue qui dit que finalement, on a de plus en plus de calculateurs dans la voiture. Et pourquoi? Eh ben parce qu'on a de plus en plus de fonctions dans la voiture. Prenez les années 90 par exemple, dans les 60, on avait du 12 volts, on allumait, on avait une ceinture de sécurité, point barre. Aujourd'hui et pour les années à venir, on a beaucoup plus de choses dans la voiture. Donc on est face à une augmentation constante de la complexité des voitures. Et on a aussi besoin de, à contrario, garantir leur durée de vie et faire en sorte que la voiture dure de plus en plus longtemps. Donc on ajoute de plus en plus de calculateurs. Ça, c'est un autre schéma qui dit que finalement, même récemment, une soixantaine de calculateurs dans une voiture en 2010. Pour une voiture haut de gamme, on est maintenant, alors c'est pas chez nous, hein, même si on fait des DS au top, là on parle vraiment de Mercedes et autres, plus d'une centaine de calculateurs dans la voiture. Vous imaginez le nombre de réseaux, le nombre de boîtes et d'interconnexions qu'il faut faire. Et sur le soft en particulier, parce que c'est de ça dont on va parler, pour vous donner une idée, alors ce n'est pas des chiffres qui viennent de nous, hein, c'est des études qui ont été faites par ailleurs, dans disons une Mercedes ou une Audi ou une BMW, il y a pratiquement 2 fois plus de lignes de code que pour Facebook. Tout compris. Voilà. Donc c'est énormément de lignes de code. Là, on est à presque 100 millions de lignes de code sur un véhicule type Mercedes. Donc, ouais, ça fait un peu peur, hein. Alors ces chiffres ont quelques années, je pense que c'est pire aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur l'architecture électricité électronique parce que j'en serais bien incapable. Oui. Une question immédiate, Facebook, ils sont célèbres pour l'intégration continue, on développe et on push le code en continu. Oui. Vous, c'est over the wire, c'est justement en concession. Patience. Ça va venir, oui, je vais vous en parler tout à l'heure. Oui. On n'est pas Tesla. Non, on n'est pas Tesla. Ouais. Donc voilà. Donc moi, je m'occupe, encore une fois, du calculateur infotainment, donc celui qui fait le multimédia, la navigation, le GPS, et qui va faire demain, et pour 2020 en particulier, puisque c'est de ça dont on va parler, tous les écrans de la voiture. C'est-à-dire plutôt que d'avoir un écran intelligent qui fait le tableau de bord, un autre écran intelligent qui fait ce qui se passe au milieu, un troisième qui fait ce qui se passe sur le pare-brise, on a tout bloqué ça dans une seule boîte, avec 3 sorties vidéo, un peu comme un PC à la maison qui aurait 2 sorties vidéo. Bon, là, on en a 3, voire 4 et bientôt 5. Et c'est bien ça qu'on a mis en place aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je rajouterais que nos principaux concurrents aujourd'hui ont changé. C'est plus Renault, c'est pas Volvo, c'est aucun de tout cela, juste un sondage qui, une fois par semaine ou peut-être une fois par jour, utilise au moins une fois dans sa voiture Spotify ou Waze. Levez la main. Voilà. Donc on doit faire face à une évolution du marché brutale, qui n'a pas touché que le secteur automobile d'ailleurs, où il faut aller plus vite, toujours plus vite, encore plus vite, pour proposer des fonctionnalités aux clients, sinon quoi? Les clients, ils vont acheter une voiture, ils vont faire sa première chose, ils vont acheter un cradle à 10 € chez Amazon, le poser sur leur voiture, sur leur aérateur, mettre Waze, et ils n'utiliseront jamais notre navigation. Personne n'a jamais fait ça, bien sûr, à commencer par moi. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Si on veut lutter contre ça et donner envie aux clients d'utiliser notre navigation, nos systèmes, nos services, plutôt que ceux de Google ou ceux d'Apple, il faut qu'on trouve une solution. Il faut aller plus vite, il faut trouver un moyen de capter ça. Et pour finir, juste pour vous dire que l'infotainment, maintenant on va passer vite, est en interaction avec plein de domaines dans la voiture. Donc on a besoin d'afficher des aides à la conduite, on a besoin de s'insérer dans le gros truc que vous avez vu là d'architecture électronique. Donc on évolue dans un environnement. L'infotainment n'est pas tout seul, même s'il est relativement isolé par rapport au reste de la voiture, avec des points d'accroche relativement minces avec l'architecture véhicule, il y en a quand même. Donc on doit discuter avec les gens qui font de l'aide au stationnement, qui font des aides à la conduite plus largement, on doit discuter avec les gens qui font de l'architecture électrique et électronique, qui font bien évidemment les voitures au sens large, et bien évidemment l'IT. Parce que quand on fait du service, on développe aussi ce qui se passe en dehors du véhicule. Donc on est très contraint. Un développement infotainment, et ça n'a pas changé, l'agilité n'a pas permis vraiment de réduire ce temps-là, je vais y revenir, c'est environ 4 ans, à peu près, et 200 à 300 personnes en ETP installés. Donc c'est quand même beaucoup de gens, et on n'a pas compté sur l'agilité pour réduire ça, ni en planning, ni en nombre de personnes. Je vais revenir très vite sur les raisons pour lesquelles on l'a fait. Venons-en aux faits. On a fait en 2015 un diagnostic assez radical, hein, que ça ne marchait pas du tout, en fait, la façon qu'on avait de développer l'infotainment chez nous. Donc là, au moins, parfois, il faut se battre dans l'entreprise pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a un besoin de changement. Sans besoin de changement, pas de changement. Là, il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin. Il y a eu un consensus absolu sur le fait que l'infotainment, depuis les 15 dernières années, se plantait régulièrement. On n'était jamais à l'heure, on était toujours trop cher.
Donc il fallait vraiment... Et on était, en termes de prestations, on était un peu moyen. Enfin, moyen. Je dis pas ça parce qu'un ancien grand Manitou de l'infotainment qui est parmi nous, chez PSA, avant de changer et de passer chez Pagès, un concurrent, enfin si le train est bientôt un concurrent de la voiture, peut-être, oui. Était une partie du temps aux manettes, mais ça marchait pas. Voilà, ça marchait pas. C'était systématiquement la sueur pour lancer un produit qu'on avait du mal à lancer à l'heure avec le bon niveau qualité. Donc on a fait un diagnostic, alors je vais vous dérouler tout ça parce que c'est un peu long sinon, où en fait en gros à gauche vous avez quelque part un peu l'ancien monde et à droite les solutions qu'on a vues au travers de l'agilité. D'abord, dérive des coûts systématiques, dérive des plannings, fait que finalement il a fallu changer et on s'est dit on va renverser le décor, le planning il est connu, les coûts on les bougera pas et on va voir finalement comment le produit, qu'est-ce qu'on va réussir à sortir dans ce délai-là. Donc on a complètement changé de principe. Descoping chez nous, ça veut dire qu'on a une belle fonction, on a envie de faire une belle fonction, et puis on arrive au bout d'un moment du développement, et puis on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, et donc du coup, on descope, on enlève du périmètre. On a un très mauvais souvenir là-dessus. D'ailleurs, Jean-Philippe était de la partie. Dans le développement infotainment à la fin des années 2010, fin des années 2000, pardon, à 3 mois du lancement, on a dû décider d'enlever l'USB. C'est-à-dire qu'en fait, on a vendu des voitures à nos clients qui avaient un système de navigation qui n'avait pas d'USB. Parce que le fournisseur n'y arrivait pas, et on n'avait pas anticipé les difficultés, on n'avait pas priorisé, et on n'avait pas confronté aux performances et aux capacités à faire. Et de façon assez violente, on a dû le dégager. Donc on avait une gamme, on avait la radio monochrome, le véhicule pas cher qui avait l'USB, on avait le véhicule cher avec une belle navigation qui avait aussi l'USB, et puis la voiture moyenne gamme, qui est celle qu'on vend le plus quand même, elle n'avait pas l'USB. C'était un vrai problème. Donc on priorise, et on priorise dès le jour 1. On prend la liste des features, grosse maille, on réunit tout le monde, les produits, les achats, l'ingénierie, les projets, on fait la liste, je vais revenir un peu plus tard, et dès le jour 1, on fait une première prio, grosse maille. Et on se met d'accord sur ce par quoi on finira. L'important n'est pas de faire que 70% du produit, l'important c'est de faire les bons. 70% du produit. Donc ça, on a réussi à faire passer cette idée-là, même si certains patrons ont fait un pas de recul, nous ont regardé un peu de travers en disant « Dis non, tu n'es pas en train de m'expliquer que tu ne vas pas tout faire et tu cherches déjà à te dédouaner à 4 ans du lancement. » J'ai dit « Non. Non. Tu ne m'as pas compris. » Donc, je continue mon histoire, effectivement. Donc, un nouveau contrat, parce qu'effectivement, quand on décide que les coûts sont fixes, on change la manière de contractualiser avec nos partenaires, j'y reviendrai un peu plus tard. Try to define all the product from the beginning. Effectivement, personne ne sait ce que voudront les clients de l'infotainment en général et des utilisateurs de smartphones en particulier dans 3 ans, ni même dans 2 ans. Alors imaginez dans 4 ans. Impossible. Donc ça fait aussi partie des choses qui fait qu'on s'est foiré pendant 15 ans. C'est qu'on demandait aux produits à chaque fois, on arrivait en 2006, on lui disait « Qu'est-ce qu'il y aura dans les voitures en 2010 ?» Aucune idée. Bas de la nav, ouais, ok. La radio, avec une liste radio, ouais, d'accord. Du téléphone Bluetooth aussi, oui, certes, mais au-delà de ça, on ne savait pas. Donc il fallait admettre que ce n'était pas possible et qu'on allait définir le besoin. Il y a un socle, évidemment, vous avez tous besoin d'un téléphone Bluetooth, d'une radio et puis d'un lecteur MP3, encore que le MP3, c'est plus trop la tendance. Mais au-delà de ça, on ne savait pas. Grosse difficulté. Figer les specs 2 ans et demi avant, oui, dans notre cycle en V habituel, il fallait figer les specs détaillés, 10 000 exigences, à peu près pour un produit, 2 ans et demi à l'avance. C'est-à-dire qu'on courait pour essayer de finir 2 ans et demi à l'avance les specs, pour que pendant 1 an, le fournisseur développe, et puis que l'année suivante, oui, il faut que j'accélère. Mais c'est le cœur du truc, hein, le reste ira très vite. Je fais mon boulot. Ouais, combien de temps? Il reste 11h30, ça va, on a démarré en retard. Et là, on fiche les specs de façon progressive. 100% fonctionnel à lancement du produit, SOP, Start of Production, moins 18 mois. Ça, c'est un vrai pilier aussi. Hein. Il fallait absolument qu'on ait une première voiture dans les mains, prototype, avec toutes les fonctions dedans, 18 mois avant. Pour l'infotainment, ça ne marche pas du tout. Ça marche pour certains, on va dire, quelques fonctions sécuritaires au cœur de produit. Mais pour l'infotainment, ça ne marche pas du tout. Tant et si bien qu'on va tellement vite qu'on fait plein de bugs et qu'on passe les 18 mois qui restent à corriger. Voilà. Et pour assurer le niveau qualité nécessaire juste avant le lancement. Juste avant le lancement. Ouais, juste avant. Donc ça, c'est la façon dont on fonctionne depuis 15 ans, et donc il a fallu changer tout ça. Donc comment on s'y est pris? Alors nous on était un peu naïfs. Hein. On n'avait jamais fait... Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'agilité dans l'électronique embarquée
en véhicule, dans l'ensemble de l'écosystème automotive. J'ai un exemple chez Volvo dans le sous-capot, mais finalement assez peu d'exemples. Donc il est clair qu'on est passé, on semble savoir finalement un peu pionnier sur le sujet, et nous on n'est pas passé d'abord par un petit bout d'agile avant de faire le grand bout. Comme on ne savait pas trop, on a fait le grand bout tout de suite. Donc on est passé à l'agilité à l'échelle sans s'essayer de façon incrémentale. Il y avait un peu d'agilité chez PSA, mais côté IT, et puis les applications que vous avez sur vos smartphones. Donc on y est parti, on a décidé, on a formé 100 personnes, donc le Xebia, Marc ici présent, nous a accompagnés, et puis bien évidemment on s'est coaché dans la durée, donc il y a une roadmap, on a cadré l'implémentation, le portfolio, etc. Et on a finalement utilisé Xebia, le savoir de Xebia, il nous a accompagnés pendant 1 an et demi pour mettre en place cette activité d'agilité pour développer notre prochain infotainment à l'échelle. Important de dire à ce stade que rien n'aurait été possible si le partenaire avec lequel on travaille, parce que PSA ne fait pas une seule ligne de code sur les millions que vous avez vus là, enfin très peu. On fait faire, on a beaucoup de partenaires et de fournisseurs qui font ça. Sur l'infotainment, on a choisi un partenaire qui lui est parti tout de suite, bille en tête, ah ouais super idée, bam, on y va. Donc c'est nous qui avons dû le courir après pour poursuivre la manette, mais finalement c'est lui qui nous a finalement quelque part aidé à aller plus vite à l'agilité. Donc ça, Epic, Capabilities, Features, je ne sais pas si c'est très parlant pour tout le monde, je n'ai pas fait de sondage, simplement pour dire qu'on définit un gros besoin, qu'on ramifie progressivement pour aller jusqu'à la feature, qui est quelque chose qui se développe finalement en assez peu de temps. Alors c'est trop petit, vous n'allez pas voir, mais voilà, c'est 140 Epic. Une Epic, c'est je veux gérer la synthèse vocale dans la voiture qui vous parle pour vous dire tournez à droite, tournez à gauche par exemple. On découpe ça parce que c'est encore trop vague comme besoin et on va jusqu'à, ben voilà, je veux l'interface homme-machine qui va me permettre de régler le volume de la dame qui me parle ou du monsieur. Donc on fait ce découpage-là pour tout l'infotainment. Donc on a 140 thèmes, comme gérer la synthèse vocale, mais on en a d'autres. Être guidé du point A au point B, pouvoir afficher une liste de stations radio, etc., etc. Donc on a fait ce premier travail, je crois que c'est le slide suivant, où on a finalement repensé depuis zéro. Depuis zéro, on s'est interdit de prendre les vieux fichiers Excel de l'ancien monde, on est reparti depuis zéro, et on a dit il y a quoi dans un véhicule, dans l'infotainment d'un véhicule, il y a quoi. Donc c'est les post-it bleus, là on a trouvé, donc, je ne sais pas combien là, 1, 2, 3, 4, 5, une cinquantaine. Et ça, c'était les gros besoins. Et on a découpé ça ensuite en petits besoins, c'est les post-it jaunes que vous voyez. Donc ça, c'est le résultat que vous voyez, mais il faut voir que le jour d'avant, d'ailleurs Xebia était là ce jour-là, et a pris, je pense, a pris la mesure, la fin du deuxième jour, vous étiez un peu, c'était un peu dur, a pris la mesure de ce que pouvait contenir un truc qui paraît relativement anecdotique quand vous montez dans une voiture. Il y a quand même beaucoup de choses dedans, surtout que, comme j'ai expliqué, on s'interface avec toute la voiture. Donc dès qu'il y a une fonction dans la voiture, il y a un impact dans l'écran. Parce qu'il faut quand même prévenir le client de ce qui est en train de se passer dans sa voiture, et ça passe forcément par là. Donc les post-it jaunes, c'était, on va dire, les sous-besoins. Et le premier truc qu'on a fait au bout d'un mois ou deux, c'est donc ça. On a priorisé, donc les épiques, là, les trucs bleus, ils ne sont pas postés comme ça, un peu petit bonheur à la chance. Ils sont postés dans l'ordre par lequel on imaginait commencer et finir. Le premier en haut à gauche, le dernier en bas à droite. Chacun de ces post-it-là était ramifié en besoins plus minces. Et puis les besoins plus minces, finalement, on a commencé à les coller dans la programmation des sprints à venir. Donc nous, on est basculé en safe, la notion de PI, de sprint. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, on va pas avoir le temps d'en parler là. Mais voilà, on est parti là-dedans. Et ça, c'était déjà un premier challenge, parce qu'on disait, tiens, ça y est, on sait par quoi on va commencer. Et au bout d'un trimestre, on aura déjà des premiers petits trucs à tester. On a eu du soft au bout d'un trimestre. Pas grand-chose à ce stade-là, mais au bout de 2 et 3 trimestres, c'était déjà énorme. On avait déjà des choses qu'on n'avait jamais vues, aussitôt dans un développement. Parce que là, on est quand même encore à 3 ans et demi du lancement, à ce stade-là de l'exercice. Et bien évidemment, quand on a déroulé la mécanique safe, on a appliqué la notion de PI planning. Et le PI planning, c'est finalement magique. Je parlais tout à l'heure d'Astérix, c'est clair que moi je suis un peu à bras raccourcis dans mon village gaulois, donc il y a plein de gens autour qui me regardent un peu de travers parfois. Notre potion magique, c'est le PI planning. J'ai une petite anecdote sur le PI planning. Quand Pierre nous a choisis, il a dit c'est la semaine prochaine, Xebia, le PI planning. Il y a des gens qui viennent de Russie, d'autres qui viennent d'Inde. Voilà, il y a une grande salle et c'est jeudi prochain. Oui. Là, c'est le fournisseur, quand je vous disais qu'il a fallu s'accrocher derrière pour suivre. Qui avait tout. Ouais. Donc c'est lui qui est arrivé en disant, moi, pour mon prochain trimestre de développement, je vais venir chez vous pendant 2 jours, pour vous expliquer les mécaniques du PI en très rapide. Pendant 2 jours, vous allez me donner ce que vous voulez en entrée. Oui. Pierre, tu peux me dire à quoi ça sert un PI planning, parce que Qui sait ce que c'est qu'un PI planning? Petite moitié, ok. Quand on découpe le besoin en un gros besoin, un petit besoin, et qu'on veut savoir par quoi commencer, on commence par faire une priorisation et on se dit, bon, ok, on commence par ça. Donc on a une masse de trucs par lesquels on veut commencer. Encore faut-il savoir si l'équipe qu'on a mis en place va avoir le temps de le faire, va savoir le faire, va avoir la bonne
voilure pour être capable de faire tout ça. Donc on met les besoins en entrée, on réunit toutes les équipes, toutes. Donc c'est pas juste les chefs, juste les managers, c'est tout le monde dans une salle pendant 2 jours. On met en entrée notre intention de développement pour les 3 mois qui viennent, on leur dit est-ce que vous savez faire? Et pendant 2 jours, il y a toute une mécanique. Et à la fin, ils nous disent oui, on sait faire, non, on ne sait pas faire. Et on dégage les trucs qu'on ne sait pas faire à l'itération suivante. Très, très, très puissant. D'abord parce que dès le départ, on sait ce qu'on ne fera pas. Ça a l'air de rien, mais quand tu promets la lune à tous tes stakeholders en leur disant ben voilà, super, j'ai compris votre besoin et rendez-vous dans 3 mois. Si tu leur dis dès le départ, ah non, 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 ça ne marchera pas, c'est un vrai changement. Alors ils ne sont pas contents, mais au moins ils ne sont pas contents au début. Et ils ne sont pas pris en traître. Hein. Donc c'est ça le PI planning. Et si tu veux, donc ça c'est un PI planning fait par notre fournisseur. C'est lui qui a mis en place ça, puis il est venu le faire chez nous. Il avait des équipes en Russie, en Inde, comme l'a dit Marc. Et finalement, premier PI très vite. Au bout d'à peine un mois, on a été formé en décembre 2016, en novembre, et en décembre, paf, ouais, on arrive, on est 60 personnes, ça va être super. Bon, et donc on était un peu pris de court, et donc du coup, ça nous a fait apprendre très vite. Et eux aussi, d'ailleurs, parce qu'ils ont été coachés aussi par Xebia, vous êtes allés les former en Russie, par exemple. Donc c'était vraiment un truc très, très imbriqué entre eux et nous. Donc, tant et si bien que PI après PI, ça c'était le premier il y a 18 mois, maintenant on en a quand même 8 ou 9 derrière nous. Il faut savoir que le fournisseur dont je vous parle, c'est le principal, mais il agrège tout un tas de fournisseurs secondaires. Un qui va fournir par exemple le module de navigation, le module de reconnaissance vocale, etc. Et puis tout ça, ça s'appuie sur une structure matérielle. Tout le monde a vu la puissance du truc, donc maintenant tout le monde veut venir. Donc tous les fournisseurs autour veulent tous venir à ces 2 jours-là, qui ont lieu donc 4 fois par an chez nous. Et ça s'est transformé en quelque chose où il y a plus de 100 personnes, dizaines de fournisseurs, et c'est devenu un forum incroyable pour éliminer les problèmes à la racine tous les trimestres. Oui, je voudrais juste insister là-dessus. C'est vrai que c'est très important. Les fournisseurs participent au PI Planning. Même le fabricant de processeurs du calculateur envoie des ingénieurs des États-Unis qui viennent. Et quand ils repartent, ils disent « Ouh là là, j'ai intérêt à livrer ça à PSA pour telle date ». Ils sont conscients. Ils n'ont pas juste reçu un mail en disant « On le voudrait pour telle date ». Ils ont participé au PI Planning. C'est très puissant, vraiment. C'est une remarque qu'on a souvent, hein, quand on met 100 personnes dans une marmite, on touille pendant 2 jours, voilà, qu'est-ce qui va sortir? Oui, ils doivent le dire. Oui, c'est la base. L'équipe sait ce qu'elle est capable de faire. Elle connaît son potentiel, elle connaît sa vélocité. Donc c'est pas la peine de lui expliquer, elle sait. Ça a été un de nos challenges, hein, c'est de supprimer le côté relation client-fournisseur. Oui. C'est de dire on est ensemble dans un train pour faire un produit. Donc on aligne tout le monde, on gère les dépendances essentielles. Quand vous avez 10-12 équipes Scrum qui travaillent ensemble, si elles ne travaillent pas en cadence, et qu'elles ne se l'alimentent pas les unes les autres en dépendance. J'ai besoin de ça à telle date, sinon je ne peux pas bosser. Safe et le PI Planning en particulier permettent de toiser tout ça. Donc c'était le plan de départ, parce que l'histoire n'est pas terminée, d'avoir notre fournisseur qui travaille en agile et qui a ses PI tous les 3 mois, et on reçoit du soft tous les 3 mois, il est robuste, il est qualitatif, etc. Combien? 10? Oui, c'est bon. 12. Sauf que ça ne suffisait pas. Parce qu'en fait, quand il travaille au trimestre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir l'alimenter en spécification au trimestre. Et on imaginait pouvoir, nous, continuer à travailler un petit peu, un peu collé à leur planning à eux finalement, mais on ne sait pas trop comment. Et on en est arrivé vite à la conclusion que face à 950, presque 1000 besoins élémentaires dans le produit, des designs très complexes, des workflows de design chez nous très complexes, je vous passe hein, les outils, tout ça, c'est un vrai cauchemar, beaucoup de silos, il fallait changer, et donc nous aussi, à l'interne PSA, cette fois-ci, on est passé en safe. Donc on a lancé notre train. Cette fois-ci, le débouché, le livrable à chaque PI, ce n'est pas du soft forcément, c'est de la spec. C'est-à-dire que tous les trimestres, on réunit pareil tous les spécifieurs chez PSA, tous les stakeholders internes. On fait aussi venir un peu le fournisseur quand même pour qu'il soit un peu au courant de ce qui se passe. Et finalement, on a réparti nos équipes. On a pu une personne qui fait l'interface homme-machine, une qui fait le fonctionnel, une qui fait l'architecture, une qui fait le besoin produit, une qui fait la validation, et tout ça en strat, comme ça, on a construit des équipes où finalement, dans chaque équipe, une pour la nav, une pour les multimédia, une pour la radio, une pour les services connectés, dans chaque équipe, vous avez une personne de chacune de ces compétences-là. On n'a pas tout pété l'organisation au niveau hiérarchique, mais on a créé ces équipes-là d'un point de vue organisationnel. Donc c'est les petits trains de couleurs que vous voyez là, donc même moi j'arrive pas à lire. Vous voyez. Ça c'est les features et ça c'est les compétences. Et on les a mis en route en safe. Voilà, donc c'est pareil, on est reparti du même découpage que celui que je vous ai montré tout à l'heure et qu'on avait adressé aux fournisseurs, on a pris le même.
Et finalement, on a développé notre train. Alors si vous ne connaissez pas l'agilité safe, vous ne savez pas ce qu'est qu'un train c'est un développement. Pour résumer, c'est un flux de valeurs. Enfin, je résume encore plus. L'important, c'est de savoir qu'il y a un fil qui fait de l'aspect, qu'il y a un fil qui fait du développement, l'un nourrissant l'autre, forcément. Et vice-versa, parce que le fournisseur, à un moment donné, peut dire « vous déconnez, est-ce que vous me demandez, c'est beaucoup trop compliqué ?» Moi, je peux vous proposer quelque chose de plus simple. Oui, on parlait d'adaptation du framework. Là, c'est vraiment un exemple. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, dans un train, faire le design et l'implémentation. On a donc fait un train de design et un train d'implémentation décalé de 3 semaines et d'un PI. Et donc, l'un alimentant l'autre. Voilà, donc c'est bien ce que dit ça. Donc, on a un cadencement unique au PI, hein, un trimestre. Trimestre, trimestre, trimestre. Pareil, le vert, c'est le développement. Trimestre, trimestre, trimestre. Le trimestre de l'un, de spec, alimentant le trimestre de l'autre, le dev. Donc légèrement décalé forcément, pas tout à fait les mêmes sprints à l'intérieur, nous on en fait 4, ils en font 5, bon ça limite c'est un détail tant qu'on s'ajuste au niveau tant qu'on s'accoste au niveau des PI. Ça c'est essentiel et on a mis un petit moment à comprendre qu'on en avait besoin et finalement l'essentiel du rétexte qu'on a nous porte sur finalement ce qui se passe dans le train violet. Même si on aura aussi des choses à dire sur le vert. Alors ouais, avant de l'afficher, je vais vous préparer à ce que vous allez voir après, parce que sinon vous ne comprenez pas. Quand vous mettez deux jours, 60 personnes ensemble, en leur disant construisez votre planning pour les 4 sprints à venir, et expliquez-moi un peu les dépendances, forcément on fait du papier, on fait du visuel, on fait du land art, hein, parce que le soir même tout ça c'est foutu à la poubelle et numérisé, mais pour réfléchir, les gens travaillent sur du papier. Et effectivement, à la fin d'un PI planning, vous avez ça. Ça, c'est quoi c'est les équipes, là. Vous voyez les équipes. Donc, il y a du média. Moi, j'arrive à lire, mais pas vous, du média, de la connectivité, etc. De l'IHM. Et puis ça, c'est les sprints. Donc, il y en a 4. Et chaque équipe découpe et puis dit, voilà, moi, ma spec, j'aurais fini tel truc à tel sprint. Par contre, attention, la team 3, là, elle a besoin de livrer un truc à la team 7 pour que la team 7, sur son sprint 2, puisse bosser. Donc, les fils rouges, c'est les dépendances. Un programme board, ça s'appelle un programme board qui n'a pas de fil rouge. Ce n'est pas un programme board. Le propre, c'est que vos équipes-là partagent leurs dépendances. Si vos équipes n'ont pas de dépendance entre elles, à quoi bon vouloir les aligner? C'est bête. Hein. Bon, donc ça c'est vraiment, et ça à chaque fois je prends une photo parce que ça m'épate quand 2 jours, c'est vraiment magique. Hein. On puisse construire ça. Les conclusions, après 24 mois, eh ben, ça marche. Parfois. Pas partout, non, je le dis autrement. On a 2 ans et demi avant le SOP, c'est-à-dire aujourd'hui même, déjà délivré 6 versions majeures de soft, donc les PI dont je vous ai parlé, une trentaine de sprints, les minor software, et on les a, depuis 1 mois, déjà installés dans un véhicule pour permettre déjà au patron de commencer à voir ce que sera l'infotainment dans 2 ans et demi. Ça paraît... pas révolutionnaire, mais pour nous, c'est une vraie révolution. En général, cette étape-là, on l'avait à 6 mois du lancement. Là, 2 ans et demi. On a dépensé moins d'argent. Je ne suis pas trop passé dessus tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par mon prédécesseur en disant qu'on n'a pas lancé l'agile pour gagner des sous. Ni même pour lancer plus tôt. On a lancé l'agile pour maîtriser nos dépenses. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on faisait exploser les coûts parce qu'on n'arrivait pas à tenir, mais upfront, là, on s'est dit, upfront, il y a une dépense, on s'y tient, et tant pis si c'est le périmètre du produit qui s'adapte. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, et c'est vrai que dans l'ancien monde, on pouvait doubler le prix du projet juste en traitant les demandes de modification. Il y a une vraie évolution en termes de mindset et d'état d'esprit. Alors, on est dans le village gaulois. Hein. Autour, c'est encore un petit peu compliqué, même si notre Jules César à nous, il est quand même plutôt fan et il cherche quand même à savoir si on ne pourrait pas créer d'autres villages. J'ai tout de même juste un petit mot à dire, Pierre. Oui. On n'est pas que village gaulois, puisqu'il y a eu d'autres trains de lancés chez PSA, comme par exemple les plateformes de connexion Big Data des véhicules, puisque j'ai accompagné ce train également. Oui. Et donc on a mis en place, sans trop rentrer dans le détail, le niveau solution, où on a réellement une coordination entre les trains agiles et des fournisseurs non agiles. Donc il y a une vraie évolution, les gens s'y sont mis de bonne grâce. De toute façon, comme j'ai dit en intro, il n'y avait pas le choix. Il fallait changer quelque chose. Voilà. Ce qui marche un peu moins bien, c'est que finalement, notre agilité AIS et l'infotainment se met parfois difficilement en mouvement avec le reste de l'entreprise. Là, je pense que celui qui dit qu'il n'a jamais été confronté à ça en lançant l'agilité dans son entreprise, il faudrait que je discute avec lui, j'ai besoin de comprendre. En tout cas, il y a des vrais impacts concrets et aussi sur la logique d'écrire une spécification. On était supposé écrire une spécification de A à Z
hop, figé, on n'en parle plus. Là, la spec, à chaque fois qu'on rajoute un besoin client, on rouvre la spec, on met l'exigence dedans qui correspond au nouveau besoin, on referme la spec, on la relivre. Donc c'est sûr que par rapport à l'ingénierie des exigences de l'entreprise, dans un mode classique, ça marche moins bien. La variabilité des ressources. Très difficile. Les équipes qui font le design dans notre train de design de spec, pour la plupart, en tout cas souvent, ne sont pas des équipes dédiées au projet. On partage les gens avec d'autres projets. Vraie difficulté. Vraie difficulté. Je l'ai mis en orange parce que je suis sympa, mais on est dans du orange quand même un peu cramoisi. Et c'est ce que dit d'ailleurs le rouge suivant, et orange-rouge. Il y a des gens qui travaillent sur plusieurs projets. Le problème de la variabilité des ressources, c'est quand vous invitez les gens à un PI, vous leur demandez de s'engager sur ce qu'ils vont faire dans le trimestre à venir. S'ils ne sont pas capables de vous dire s'ils vont être 5, 7 ou 2, ou 10, parce que, voilà. Comment peut-on s'engager? Une vraie difficulté, et les équipes en souffrent au quotidien. Voilà. Pour finir, on n'a pas encore tout cranté. On a quand même encore des vrais risques. Alors il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on est en train de monter la paroi, là, des choses où on a vraiment mis le Python comme il faut. Le PI planning, par exemple, on ne reviendra pas en arrière. C'est vraiment le truc. S'il n'y a qu'un truc à regarder, même si vous ne travaillez pas en agile, réunir les gens tous les trimestres pour leur dire ce qu'ils sont capables de faire sur le trimestre qui vient, et mettre les clients ici, et leur dire vous aurez ça, vous n'aurez pas ça, même si derrière il n'y a pas de Scrum, il n'y a pas de tout ça, même s'il n'y a pas ça, il faut le faire. Donc c'est peut-être ça qu'on va réussir à compter. Et je crois que finalement j'ai fini. Oui. On va rentrer dans une phase Vas-y. de questions-réponses. Et pour amorcer, moi j'ai Oui. deux questions pour toi, Pierre. Oui. La première, c'est quelles ont été vraiment les difficultés au départ, les principaux challenges que tu as rencontrés? Alors, nous, on avait un bon sponsorship. Donc c'est sûr que c'était quand même... On n'a pas eu à se battre contre la terre entière pour expliquer que c'est ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'était quand même déjà un truc appréciable. Le défi au départ, j'en ai parlé juste avant, c'était d'avoir suffisamment d'équipes staffées pour avoir une vraie stabilité et des gens à 100% sur mon projet. J'ai la moitié des gens qui sont à 100% sur mon projet, c'est-à-dire j'ai l'autre moitié qui n'est pas à 100%. Voilà. Parfois des gens qui ne sont plus là. Aussi, on s'appuie beaucoup sur des subcontractors, des prestations extérieures, qui est volatile par nature. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Donc si je pouvais changer quelque chose et revenir au point de départ, j'exigerais d'avoir des gens internes, 100%, dédiés au projet. L'extra-balle, c'est qu'ils soient localisés au même endroit. Ça, voilà. Oui, à la limite, c'est moins grave si on ne l'a pas. Mais avoir les gens, parce que finalement, le management visuel, l'animation quotidien, le Scrum, etc., c'est quand même mieux si on a les gens sous la main. Bon, par nature, PSA, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de gens en télétravail, on a du multisite. On a du Sochaux, on a du Mulhouse, on a du Vélizy, on a maintenant du Russelsheim avec Opel, donc c'est compliqué. Mais si je pouvais mettre tout le monde dans la même pièce, avoir des gens 100% dédiés, je commencerais par là. Clairement, s'il y avait un truc à changer, ça serait ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer le dernier point? This of coming back to Nigeria. Oui, c'est le celebrate too fast finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bon, l'Ampère, il a délivré son truc. On a gagné. On a gagné, on a un soft qui marche 2 ans et demi à l'avance, c'est bon, on est sorti d'affaires. Mon sujet n'est plus une excuse pour avoir des ressources en plus, par exemple. Donc c'est sûr qu'on a considéré qu'on a gagné. Ce que je dis là à travers ça, c'est que si on commence à trop dénaturer et à s'écarter un peu trop du standard, on est obligé de prendre des limites avec le standard, des libertés avec le standard. Mais là, si tu t'en écartes trop, parce que tu considères que finalement il réussit à se démerder en n'ayant que la moitié de ses équipes à mi-temps, on va continuer comme ça. Et moi, ce que je dis, c'est que si on continue à avoir les deux courbes qui divergent, il y a un moment donné, on va se dire, mais à quoi bon faire du sprint? Ne gardons que le PI planning. Et ça, c'est peut-être la première étape. Après, mais à quoi bon faire du PI planning? On est à la fin du projet, c'est bon. Voilà. Donc c'est ça, contre lequel je me bats régulièrement. Donc on revient présenter ça au directeur de la R&D, 10 000 personnes, à peu près tous les 6 mois. D'ailleurs, Marc nous a accompagnés un certain nombre de fois pour lui montrer où on en est. Et il a demandé à Marc, qui était là, finalement, sur une note de 1 à 10, quel est votre niveau de confiance sur la stabilité des équipes et le fait qu'elles soient suffisamment staffées. Tu as répondu combien? 4. Ouais. Moi, j'aurais posé, mais toi, tu avais le droit. Voilà. Et voilà, c'est ça que je veux dire par ici. Donc, si on prend trop de liberté avec un standard, d'ailleurs, quel que soit le sujet, finalement, au bout d'un moment, le standard, tu dis, mais à quoi bon? Bon, il y a tout un tas de blabla sur les conditions de succès, mais j'en ai déjà parlé. Marc, vas-y. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle. Vous êtes distribué, c'est tous les trimestres, vous réunissez tout le monde? Ouais. Du monde entier, ils viennent Ouais. toutes les équipes? Ouais. Ça fait combien de personnes? Alors, je vais moduler. Il y a 150 personnes qui travaillent chez notre partenaire
en Russie et en Inde, mais on n'en fait venir qu'une 50aine. Donc on ne fait pas venir jusqu'aux testeurs bas niveau. Non, on est quand même, parce qu'il y a quand même des billets d'avion, les machins, les trucs, ça commence par faire un peu d'argent, mis bout à bout. Mais on en fait quand même venir un bon tiers. Plus des gens de Sochaux, plus des gens de Poissy. Je parle juste du partenaire, là. Voilà, plus du partenaire. Ouais. Mais c'est essentiel. Hein. Si vous faites venir que 2-3 personnes, ça ne sert à rien. Par rapport à la masse totale des personnes, ça fait combien qui viennent? Je vous ai dit, idéalement, il faudrait que ce soit 100%, mais nous, on fait... alors sur le design, sur le développement, on fait un tiers, parce qu'elles sont très réparties. Sur le design, qui est le train qui est de chez nous, finalement, celui qu'on fait pour les specs, là, on essaie d'avoir 100% quand même. Et sur le train CVMP, on fait venir véhicules connectés, la partie les véhicules connectés, une quarantaine de personnes de Chine, de Shanghai. Voilà. Oui. Je suis intrigué sur les deux trains, là, un PSA et l'autre plutôt fournisseur. Qui incarne les rôles de product owner, product management dans le train fournisseur? Le fournisseur. Le FO, le PM, les équipes Scrum sont toutes chez le fournisseur. Voilà. Et le PM, le product manager, ça c'est plutôt nous. C'est nous qui venons dire si finalement ce qu'ils ont dans leur train de développement correspond aux attentes business. Donc voilà, notre product manager parle avec les différents FOPO du fournisseur. Voilà, on peut le considérer comme ça. Question un peu sur le même thème. Oui. Qu'est-ce qui différencie le train du haut d'un board de maturation Ce qui le différencie, c'est qu'ils travaillent ici, réellement en safe. Ils font leur propre PI planning, ils font des itérations. Avant, chez PSA, il y avait un rang 0 de conception, un rang 1, un rang 2, donc un cycle d'ingénierie très très lourd, tu peux le confirmer, on ne savait pas quand ça sortait. Là, même en design, on travaille avec des sprints, avec des livrables. Donc les équipes ici, elles savent qu'elles doivent livrer des trucs ici. C'est des specs. Ici, on produit des specs. Allô? Non, je parle plus. Allô? Oui. Donc effectivement, là c'est vraiment les specs qu'on livre. Et on a quand même du programme, on a quand même du Kanban, tout ça pour piloter les sprints. On a du Jira, tout ça. On a tous ces outils-là. Ça, c'est un truc dont je ne parle pas du tout, mais il y a une grosse phase d'outillage quand même. Avec du Jira V7, le plugin portfolio, tout ça pour ceux qui connaissent. Et ça nous met un peu en marge quand même du reste de l'ingénierie chez PSA qui travaille dans d'autres outils. Oui. L'ingénierie PSA pilote des specs, les gros machins dont je vous parlais, nous on pilote des besoins clients. Donc un des points de départ quand même, des conditions de succès, parce que juste pour finir là-dessus, j'ai écrit plein de choses, mais finalement je suis pas, il y a d'autres choses à dire, c'est d'être capable de ramifier son besoin, de partir d'un gros besoin jusqu'à des petits besoins et de le voir vu du client. Il est certain que si au bout du bout, votre gros besoin, de toute façon vous avez besoin de tout faire pour la fin, si vous n'êtes pas capable de prioriser et de vous dire s'il y a des choses que j'arrive pas à faire au jour 1, c'est pas grave, je le ferai au jour 2, déjà vous perdez une partie de l'intérêt. Ça revient plutôt à la programmation de tâches maîtrisée, mais c'est pas vraiment de l'agile au sens je construis mon minimum viable product, de mon point de vue. Une question autour de ça. Justement, la somme des petits besoins, ça ne fait pas forcément le besoin complet. Et généralement, entre les petits besoins et le besoin complet, il y a la conception du système. Souvent, si je prends l'exemple à deux trains, là, donc le train du bas reçoit les specs, il fait une conception par rapport à des besoins unitaires, et puis au bout d'un moment, on se dit, tiens, je fasse du refactoring ou de la réarchitecturation. Oui. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez dit, mais le train du bas, avec tout ce qu'il avait eu, je ne sais pas, pendant 2-3 PI planning, il a fait une conception, et puis finalement, maintenant qu'il reçoit la suite des besoins, il faut qu'il revoie... On l'a pas trop eu. Gérer le refactoring en continu ou est-ce que... Oui, alors de toute façon, on le gérait. Tu voulais dire? Non, je voulais juste dire qu'on avait une... ça a été un vrai challenge, l'équipe d'architecture. Ça l'est toujours. L'équipe d'architecture, ils n'avaient pas un mindset agile. Ils voulaient qu'on fasse tout au départ. Et ça nous a pris beaucoup de temps, je pense à une personne en particulier, pour le faire rentrer dans les PI planning, être là, répondre aux questions des équipes, anticiper et tout. Mais au bout du compte, moi je considère que ça s'est vachement bien fini. Oui. Ils sont complètement dedans. Je dirais plutôt que ça se passe vachement bien. C'est vraiment très important. L'architecture, c'est évidemment très important. Quand on fait la priorisation de nos post-it, là, on ne raisonne pas non plus que j'ai fait un raccourci quand j'ai dit qu'on raisonne valeur client. On raisonne aussi difficulté à faire. Et importance de commencer par ci plutôt que par ça, parce qu'il y a des adhérences, on appelle des adhérences avec le reste du véhicule. On a essayé de mettre au début tous les sujets qui avaient une forte adhérence avec le reste de l'architecture véhicule et tous les sujets qui avaient un impact fort au niveau de l'architecture du système infotainment pris plus localement. C'est comme ça qu'on a essayé de s'en sortir. Et j'ai oublié de dire, effectivement, que Marc l'a rappelé, en PI planning, on ne fait pas venir que les agilistes.
À la limite, on fait surtout venir aussi les représentants, les délégués là, qui viennent des différents camps romains qui nous entourent. Ils viennent à notre banquet, hein, et on leur explique, on leur demande c'est quoi vos contraintes sur les 3 mois qui viennent. On a eu récemment, à la fin du premier jour PI Planning, un gars qui nous a tout pété parce qu'il a dit vous n'avez pas compris. Moi, j'ai besoin, d'être là, je crois. Moi, j'ai besoin qu'à la fin du sprint 2, là, de vos sprints, là, puis vos PI, que vous me livriez les specs pour que je puisse faire toute la partie messagerie. En gros, le dictionnaire de dialogue entre les calculateurs. Si vous ne pouvez pas livrer ça à la fin du deuxième sprint, de toute façon, votre truc, il ne marchera pas et vous attendrez 6 mois de plus. Oh bah, le jour 2, on a refactoré on a revu nos post-it dans un ordre différent, de façon à ce que les équipes se concentrent d'abord sur toutes les specs qui avaient un impact sur cette fameuse messagerie dictionnaire. Et dans la deuxième partie du PI, elles ont fait les choses qui étaient moins adhérentes. Donc, ayant ce gars-là, on avait le moment de le faire venir. Quand on fait le vote de confiance à la fin du deuxième jour, hein, je ne sais pas si vous connaissez, levez la main de 1 à 5, 1 c'est super, 5 c'est nul. Non, c'est le contraire. 5 on a confiance, 1 c'est nul. Lui, il était toujours 1, 2 au mieux, parce que ça ne marchera jamais. Alors il fait partie des 30% de gens qui ne croient pas au changement, ça vous connaissez le mantra, mais au bout d'un moment, on a fini par le faire comprendre que s'il ne venait pas, ça serait pire. Donc il vient, et il a réussi à faire venir aussi des gens qui l'entourent, mais il y a toujours les grincheux. Il faut les faire venir. Voilà. Il faut des émissaires des différents camps romains, sinon vous n'y arrivez pas. Et justement, la contractualisation avec ce fournisseur dans ce nouveau modèle, ouais. Ça non. Non, ça n'a pas été simple. D'ailleurs, c'est pas fini. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'il travaille avec nous, on est toujours sur le contrat. Ouais. Ouais. Il y a un slide qui me plaisait bien que j'ai pas. Effectivement, il s'est engagé sur. Je l'ai pas mis. Il s'est engagé sur une feature list, quelque chose de relativement macroscopique finalement. On lui a pas livré de gros specs de détails, donc il savait pas exactement ce qu'on allait lui demander pendant les 4 ans qui viennent. Tailler une masse d'ingénierie face à un besoin qui est quand même flou, c'est quand même un vrai risque. Donc si je l'ai pas mis dans le slide d'avant, mais un des risques quand même. Bon, on a contrôlé le risque en questionnant 3 fournisseurs quand même. On a choisi un à la fin, on en a questionné 3. Ils nous ont donné tous les 3 à peu près la base d'ingénierie équivalente, 30 de millions. Au bout du compte, on n'a aucune garantie qu'on va réussir à faire un produit suffisamment mature pour le client avec ces 30 millions-là. Et ça inquiète beaucoup nos patrons. Ils l'ont admis, parce que je lui dis que c'était tellement compliqué avant qu'il fallait quand même trouver une façon de... Mais régulièrement, Pierre, qu'est-ce que tu vas livrer au lancement ? C'est dans 2 ans, je ne sais pas. Ça marche encore. Mais quand on sera à 1 an, quand je lui dirai c'est dans 1 an, je ne sais pas, là, ça va commencer à moins bien marcher. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est encore devant nous. Et l'incertitude qui est liée au fait qu'on a taillé une masse d'ingénierie et qu'on ne sait pas si ça suffira, à titre personnel, c'est encore un sujet qui continue à m'inquiéter. Ouais. Oui. Et justement, moi, j'entends beaucoup le mot inquiétude, on sent qu'il y a un climat, ça risque de partir. Moi, je sais qu'il y a des contraintes énormes en termes de rentabilité chez PSA, il y a une pression à tous les niveaux pour que tout le monde soit super aligné. Est-ce que ce mode-là, justement, cette inquiétude-là, par rapport aux équipes, comment ils gèrent ? Ils ne la voient pas, Ils sont relativement protégés par ça. Donc c'est quelque chose qui, moi, en tant que manager, m'inquiète parce que je porte vraiment le souci de savoir si la vélocité de mon train de développement est suffisante. Quand je commence à tirer une droite, quand est-ce qu'on aura fini le 100% ? D'ailleurs, le 100% des fonctions, ça veut dire quoi, finalement ? Ça ne veut rien dire. Mais quand je commence à dire à un patron qui m'attend le 100% fonctionnel à lancement moins 1 an, quand je commence à essayer de lui dire que le 100% fonctionnel n'existe plus, c'est quand même un choc des cultures. Et on est encore face à des projets véhicules qui, à 1 an de leur lancement, nous disent « tu auras ton 100% fonctionnel ». Pour l'instant, on élude. Oui, pas grave. Mais il y a un moment donné où... Voilà. Donc ça, c'est encore devant nous. Donc la partie n'est pas complètement gagnée, donc j'ai peut-être un discours un peu pessimiste, mais parce qu'on est parti vraiment avec... Enfin, il y a beaucoup de gens chez nous qui considèrent que c'est quand même la baguette magique, l'agilité. Alors que non. Et il y a plein d'endroits où ça ne s'applique pas. Ça n'a pas forcément de sens. Quand on a un projet en difficulté, c'est pas « tiens, allez Pierre, va mettre de l'agile, ça va être super ». Ça ne marche pas forcément. Merci Pierre. Je suis très bavard. Alors le mot de la fin, juste avant de passer au cocktail déjeunatoire, c'est Antoine. Oui, je ne sais pas si ça fonctionne encore. Je remercie d'abord Pierre et Marc pour leur intervention. En fait, j'ai le sentiment, en ayant écouté Kevin et Philippe avant et en vous écoutant, d'être conforté dans le fait que finalement, vous qui êtes des pionniers de l'agilité à l'échelle, et côté Société Générale, 2011-2012, on a commencé à lancer des initiatives très costauds. Chez PSA, des initiatives agiles à l'échelle sur des projets R&D aussi importants et visibles
que celui que vous venez de nous présenter tous les deux. Pareil, c'est pionnier. Tu parlais de Volvo, mais je pense que voilà, vous êtes parmi les seuls à vous y mettre. Vous êtes encore loin de l'entreprise agile. Et pourtant, vous avez cette ambition. Et moi, ça me conforte dans le fait qu'aujourd'hui, l'entreprise agile, ça n'existe pas en France parmi les grandes structures que vous représentez ici. Mais en revanche, je vois plus ça comme un mythe, mais plutôt comme un objectif ou une ambition. Certes, l'agilité, ça ne se colle pas partout dans l'entreprise, mais la culture agile, la culture lean, elle a des bénéfices à apporter absolument partout. Et donc, c'est ce que je retiens de ce que vous venez de nous présenter et de ce que nous ont présenté Philippe et Kevin tout à l'heure avec l'aide d'Anne-Sophie. Et donc je voulais simplement conclure, alors d'abord en remerciant l'équipe qui a organisé cet événement, l'équipe marketing de Xebia et Estelle, qui ont fait un énorme boulot pour que cette matinée ait lieu, pour que vous soyez là. Vous êtes vraiment tous à des niveaux de management et de pouvoir qui sont intéressants. Je pense que vous êtes entre pairs et que si vous avez pu échanger, continuez à échanger. Je pense qu'il y a des éléments, des solutions que vous allez pouvoir réutiliser chez vous. Je tiens à remercier aussi l'équipe PurpleWise, Clément, Kathleen, Anne-Sophie, Marc et Stéphane qui sont là parce qu'ils s'arrachent au quotidien sur les missions qu'on a la chance de pouvoir porter à vos côtés et ils sont beaucoup arrachés également pour vous présenter ce qui a été présenté ce matin. Je tiens encore à remercier Kevin et Philippe et puis Pierre qui est en tournée dans toute la France à partir du mois de décembre. Ouais. Vous pouvez mettre un commentaire sur Billet Réduc si vous avez aimé la prestation de Pierre. Moi, je mets 5 étoiles à chaque fois. Et en plus, c'est même pas parce qu'il parle bagnole, parce que oui, la bagnole, c'est un sujet hyper intéressant et forcément, ça captive. Et voilà, il y a une personne sur 3 qui roule en Peugeot ou en Citroën dans la salle. Mais c'est même pas parce que tu parles bagnole, Pierre, c'est juste intéressant. Et je voudrais qu'on conclue en regardant les résultats de votre sondage. Si votre histoire agile devait être un titre de film, ce serait Seul contre tous à 60%. Ok, Coup de foudre à Notting Hill quand même à 30%, c'est bien. C'est sympa. Et L'amour ne dure que 3 ans. Non, ça se finit très bien. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. Oui, en plus, ça se passe en partie au Pays Basque, donc c'est plutôt pas mal. Eh ben, écoutez, on va essayer ensemble de se sentir un peu moins seul contre tous, entre Gaulois du village, et puis de contre-attaquer. En tout cas, encore une fois, si vous avez besoin de certains des éléments qui vous ont été présentés ce matin, c'est pas du pipeau, nous on est là pour partager avec vous, donc on vous transférera ces éléments avec joie. Si vous avez besoin qu'on vienne discuter d'un ou deux éléments avec vous, chez vous, on le fera également avec grand plaisir. Et je vous remercie encore 1000 fois d'avoir été présent, attentif et aussi participatif ce matin.